La fausse monnaie. Charles Baudelaire. Comme nous nous éloignions du bureau de tabac, mon ami fit un soigneux triage de sa monnaie. Dans la poche gauche de son gilet, il glissa de petites pièces d'or. Dans la droite, de petites pièces d'argent. Dans la poche gauche de sa culotte, une masse de gros sols. Et enfin, dans la droite, une pièce d'argent de 2 francs qu'il avait particulièrement examinée. Singulière et minutieuse répartition, me dis-je en moi-même. Nous fîmes la rencontre d'un pauvre qui nous tendit sa casquette en tremblant. Je ne connais rien de plus inquiétant que l'éloquence muette de ces yeux suppliants qui contiennent à la fois, pour l'homme sensible qui sait y lire, tant d'humilité, tant de reproches. Il y trouve quelque chose approchant cette profondeur de sentiment compliqué dans les yeux larmoyants des chiens qu'on fouette. L'offrande de mon ami fut beaucoup plus considérable que la mienne. Et je lui dis, vous avez raison, après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. C'est la pièce fausse, me répondit-il tranquillement, comme pour se justifier de sa prodigalité. Mais dans mon misérable cerveau, toujours occupé à chercher midi à 14 heures, de quelle fatigante faculté la nature m'a fait cadeau, entra soudainement cette idée qu'une pareille conduite, de la part de mon ami, n'était excusable que par le désir de créer un événement dans la vie de ce pauvre diable, peut-être même de connaître les conséquences diverses, funestes ou autres, que peut engendrer une pièce fausse dans la main d'un mendiant. Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces vraies? Ne pouvait-elle pas aussi le conduire en prison? Un cabaretier, un boulanger, par exemple, allait peut-être le faire arrêter comme faux monnayeur ou comme propagateur de fausses monnaies. Tout aussi bien, la pièce fausse serait peut-être, pour un pauvre petit spéculateur, le germe d'une richesse de quelques jours. Et ainsi ma fantaisie allait son train, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami et tirant toutes les déductions possibles de toutes les hypothèses possibles. Mais celui-ci rompit brusquement ma rêverie en reprenant mes propres paroles. « Oui, vous avez raison. Il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. » Je le regardai dans le blanc des yeux, et je fus épouvanté de voir que ses yeux brillaient d'une incontestable candeur. Je vis alors clairement qu'il avait voulu faire à la fois la charité et une bonne affaire, gagner 40 sols et le cœur de Dieu, emporter le paradis économiquement, enfin attraper gratis un brevet d'homme charitable. Je lui aurais presque pardonné le désir de la criminelle jouissance dont je le supposais tout à l'heure capable. J'aurais trouvé curieux, singulier, qu'il s'amusât à compromettre les pauvres. Mais je ne lui pardonnerai jamais l'ineptie de son calcul. On n'est jamais excusable d'être méchant, mais il y a quelque mérite à savoir qu'on l'est. Et le plus irréparable des vices est de faire le mal par bêtise. Le narrateur nous fait part d'emblée du soigneux triage de sa monnaie que fait son ami en quittant le bureau de tabac. Des petites pièces d'or dans la poche de gauche de son gilet, des petites pièces d'argent dans celle de droite, une masse de gros sols dans la poche gauche de sa culotte, et dans celle de droite, une pièce d'argent de 2 francs, dont il nous précise qu'elle a été particulièrement examinée, nous laissant soupçonner que son ami ait pu se demander si cette pièce de 2 francs, faisant peut-être partie de la monnaie rendue par le buraliste, était bien titrée, si elle était vraie ou fausse. À la vérité, comme nous le verrons, on ne le saura jamais. Et partant, on pourra toujours se demander si cette histoire de fausse monnaie n'est pas elle-même de la fausse monnaie. Peut-être. Car, comme pour la monnaie, pour qu'il y ait de la fausse monnaie, il ne faut pas qu'elle se donne comme fausse. Elle circule comme vraie, comme de la vraie monnaie. Le récit « La fausse monnaie »
peut toujours se donner comme fictif de la part de l'auteur, même s'il s'agissait d'une histoire qu'il aurait vécue en étant à la place du narrateur ou à la place de l'ami. Mais le narrateur qui nous raconte l'histoire, aussi fictif qu'il puisse être, produit son récit comme un récit vrai. On y croit. Le crois-je, comme si on y était. L'acte de foi, le crédit qui structure le récit, est du même ordre que celui qui donne consistance à toute la monnaie. Le billet de banque américain va jusqu'à prendre Dieu à témoin, in God we trust, qu'il s'agit de la vraie monnaie. Mais le faux billet en fait tout autant. On aura pu croire tout d'abord que la pièce de monnaie que l'ami donne au mendiant était une vraie pièce de monnaie. Le narrateur nous dit que l'offrande de son ami fut beaucoup plus considérable que la sienne. Cette disparité des dons faits aux mendiants aura pu déjà engendrer une gêne chez l'un et l'autre. Pour le narrateur de s'être montré peu généreux, pour l'ami d'avoir surenchéri par excès de générosité. Le narrateur, qui aurait pu se sentir humilié par l'offrande plus importante de son ami, s'empresse alors de lui trouver une justification. Vous avez raison, après le plaisir d'être étonné, il n'en est pas de plus grand que celui de causer une surprise. Le plaisir que se serait fait l'ami, en surprenant certes le mendiant, mais aussi le narrateur, rendrait raison de cette disparité des dons. Quitte à devoir faire un don, l'ami aurait trouvé le moyen d'en tirer une jouissance en créant une surprise, un événement. Vous avez raison, lui dit le narrateur. Mais qu'est-ce que donner raison? Est-ce lui accorder quelque supériorité ou marquer une certaine condescendance? C'était la fausse pièce, répond l'ami. La pièce, suppose-t-on, dont il s'était demandé si elle était vraie ou fausse. C'était la pièce fausse, dit-il, comme pour se justifier de sa prodigalité, pour se dédouaner vis-à-vis du narrateur. Il se serait donc défait d'une fausse pièce et, par-dessus le marché, aurait laissé croire qu'il faisait une offrande considérable. Mais faut-il croire l'ami sur parole, lui faire crédit quand il affirme que la pièce était fausse, alors qu'il pourrait, par amitié, faire passer de la vraie monnaie pour de la fausse, en rendant ainsi au narrateur le sentiment d'avoir fait un véritable don, d'avoir donné davantage que son ami en croyant donner moins, d'avoir répondu aux yeux suppliants du mendiant, à ces yeux dans lesquels l'homme sensible peut lire tant de reproches sans qu'on puisse lui reprocher, comme à l'ami, quelque criminelle jouissance à compromettre les pauvres. Nous ne saurons toujours pas si la pièce de monnaie offerte au mendiant par l'ami du narrateur était vraie ou fausse. La fiction emporte un secret, et la possibilité de ce secret est lisible sans que le secret comme tel soit accessible. Dans la lettre volée d'Edgar Poe, la lettre dérobée, détournée, prolonge son trajet sous un travestissement, comme contrefaçon dans le bureau du ministre, contrefaçon à laquelle Dupin en substitue une autre, mais on ne connaîtra jamais ce que contenait la lettre que le duc de S avait écrite à la reine. C'est ce secret non dévoilé qui structure la lisibilité du conte. Même si le narrateur peut penser que son ami lui dit que la pièce offerte au mendiant était fausse pour se justifier de sa prodigalité, toutes les supputations, toutes les hypothèses que son misérable cerveau, comme il dit, toujours occupé à chercher midi à 14 heures, seront basées sur la croyance en la parole de son ami quand il lui dit que c'était une pièce fausse, une fausse monnaie. Tout se passe comme s'il pouvait à la fois penser que son ami s'était offert le plaisir de surprendre un homme en lui donnant réellement plus qu'il n'espère, et le supposer aussi capable de criminelle jouissance, de vouloir emporter le paradis économiquement et attraper gratis un brevet d'homme charitable en offrant de la fausse monnaie. Le narrateur voit donc que son ami peut aussi bien faire montre d'une supériorité par rapport à lui en donnant davantage que faire preuve de cruauté en étant méchant, en faisant le mal par bêtise, en travestissant une fausse monnaie en vraie monnaie. Le travesti donne aussi le change en se faisant passer pour une vraie femme, tout en ayant les attributs essentiels du sexe masculin. Il donne à croire que la femme peut aussi avoir un pénis, ce qui laisse supposer à l'analyste, s'agissant d'hommes qui fréquentent les travestis, qu'ils ne sont pas départis de la croyance enfantine en la présence du pénis chez leur mère. Bien entendu, l'analyste pourra être taxé, comme notre narrateur, de chercher midi à 14 heures,
expression qui elle-même laisse entendre que l'on peut chercher, trouver, inventer quelque chose là où la chose fait défaut. C'est le sens, redisons-le, de la Verleugnung freudienne, le démenti que la croyance oppose à la réalité sans pour autant la méconnaître. Freud lui-même nous fait part, dans Un trouble de mémoire sur l'Acropole, de quelque chose de semblable. Lorsqu'il contemple Athènes du haut de la colline grecque, il n'en croit pas ses yeux. Ce que je vois là n'est pas réel. Et pourtant, tout cela existe réellement comme nous l'avons appris à l'école. Rien n'empêche à la fois d'y croire et de ne pas y croire. L'hypothèse de l'inconscient défie la contradiction logique ou chronologique de trouver midi à 14 heures ou une simultanéité de temporalités différentes. Elle la déjoue en décelant les traces du passé dans le présent, ou encore des signes dans le discours conscient de ce qui se dit en ne se disant pas, ce qui se pense en ne se formulant pas. Pour notre narrateur, il s'agit d'un don de la nature qui, paradoxalement, lui impose un labeur. De quelle fatigante faculté la nature m'a fait cadeau, et lui vient spontanément, tout naturellement, à l'esprit. Dans mon misérable cerveau entra soudainement cette idée qu'une pareille conduite de la part de mon ami n'était excusable que par le désir de créer un événement dans la vie de ce pauvre diable. Cette idée lui vient sans effort, sans travail, de manière fortuite, gratuitement. Et il continue d'associer tout aussi librement au désir de créer un événement toutes les conséquences imprévisibles que cet événement pourrait provoquer, en transférant sur son ami la spéculation qu'il est en mesure de faire sur la spéculation possible du mendiant qui, tenant cette monnaie pour vraie, pourrait en faire le germe d'une richesse de quelques jours. S'il s'agit d'une vraie pièce de monnaie, on peut en calculer d'avance les effets, savoir ce qu'on peut en escompter, comme un don qui escompte un contre-don. Mais les conséquences que peut engendrer une pièce fausse sont aléatoires, imprévisibles. Ne pouvait-elle pas se multiplier en pièces vraies? Ne pouvait-elle pas aussi le conduire en prison? S'il n'y a de vrais dons, à supposer qu'une telle chose existe, que dans l'absence de calcul, les effets incalculables de la fausse monnaie en feraient le prototype du don. On ne donnerait jamais de vraie monnaie. Mais en prêtant à l'ami le désir de créer un événement qu'il situe du côté de la vie pour rendre excusable le geste de son ami, le narrateur lui attribue aussi une cruauté inexcusable, car le mendiant peut se faire arrêter comme faux monnayeur ou propagateur de fausses monnaies. Le don serait alors cruel. Et si l'on n'est jamais excusable d'être méchant, il y a quelque mérite à savoir qu'on l'est. Il paraît indécidable de savoir si la pièce offerte au mendiant est une vraie ou une fausse pièce de monnaie. Elle est prise comme vraie par le narrateur quand il suppose que son ami lui dit qu'elle est fausse pour se justifier de sa prodigalité, mais le narrateur la croit aussi fausse lorsque, prêtant des ailes à l'esprit de mon ami, il imagine qu'un cabaretier, un boulanger, pourrait faire arrêter le mendiant comme propagateur de fausses monnaies, d'une fausse monnaie qui aura pu se multiplier en pièces vraies. Toutefois, chacun de nous aura pu croire en l'une plutôt qu'en l'autre de ces hypothèses. L'indécidabilité affecte également ce qui est de l'ordre de l'intérêt dans le désintéressement apparent, dans l'appropriation d'une jouissance, ici de créer une surprise pour le mendiant et pour le narrateur, en se désappropriant d'un savoir, d'un avoir, que ce soit sous la forme d'un reste, d'un surplus ou même de la privation. Mais s'il est question de l'offrande d'un avoir, comme vraie ou fausse monnaie, on voit aussi le narrateur faire don ou transfert de ce qu'il est, dans les pensées, tout au moins, en prêtant des ailes à l'esprit de son ami. Il lui prête aussi, injustement ou justement, à tort ou à raison, ce dont il le suppose capable, d'être méchant, de faire le mal, d'être cruel, avec le mendiant, mais aussi avec lui. On ne saura pas si l'ami se sera rendu coupable de ce dont il est supposé capable. Mais chacun de nous aura eu tendance à croire ou non en sa culpabilité, ou à croire et ne pas croire à la fois. L'ami n'aura pourtant interrompu les rêveries du narrateur qu'une seule fois, pour lui dire en reprenant ses paroles « Oui, vous avez raison, il n'est pas de plaisir plus doux que de surprendre un homme en lui donnant plus qu'il n'espère. » Mis à part les mots de l'ami,
c'était la pièce fausse pour justifier, selon le narrateur, l'excès de son offrande, les deux protagonistes n'auront en réalité échangé qu'à peu près les mêmes mots pour se donner raison quant au plaisir de créer une surprise, un événement. Mais cette scène de forme amicale, à en juger les propos consensuels échangés, abrite une forme agonistique de violence et de cruauté, une profondeur de sentiments compliqués, selon les termes du narrateur au sujet des yeux suppliants qui contiennent tant de reproches. Les reproches que nous adressent les yeux suppliants ne contiennent-ils pas, en paraissant la contenir, quelques violences accusatrices, comme les yeux larmoyants des chiens qu'on fouette, dit le narrateur. La métaphore de l'animal au regard implorant et à l'exigence muette prend la figure d'une demande aussi impérieuse que la loi, devant laquelle vous êtes à votre tour démunis, et qui vous contraint à obtempérer, à vous exécuter, à régler votre dette. Il faut payer pour atténuer la hantise d'un revenant. Dans une autre nouvelle de Baudelaire, Les yeux des pauvres, le narrateur et la femme qu'il aime sont à la terrasse d'un café au soir d'une journée où il s'était bien promis que toutes leurs pensées leur seraient communes à l'un et à l'autre. Et voilà qu'un vieil homme avec ses deux enfants, dont l'un est trop faible pour marcher, dresse devant eux leur regard suppliant. Attendri par cette famille Dieu, le narrateur, se sentant honteux de leur verre et de leur carafe plus grands que leur soif, se tourne vers son cher amour pour y lire sa pensée lorsqu'elle lui dit « Ces gens-là sont insupportables avec leurs yeux ouverts comme des portes cochères. Ne pourriez-vous pas prier le maître du café de les éloigner d'ici ?» Nous sommes à l'époque du Second Empire où se dessine un rapport étroit entre la mendicité qui accourt dans les villes et une certaine étape du capitalisme et de l'industrialisation. Il y eut des époques où l'ordre était donné d'arrêter tous les mendiants. Voltaire parle des édits qu'on a donnés pour extirper l'infâme profession de mendiant. Nous ne perdons pas de vue notre propos général en disant que le mendiant occupe aujourd'hui une place déterminée dans l'économie politique et symbolique. Si la mendicité ne produit aucune richesse, aucune plus-value, elle a un rôle de médiation symbolique dans la consommation des plus-values des donateurs. Il manque rarement de mendiants à la sortie d'un bureau de tabac. Mais entre l'économie symbolique de cette structure sacrificielle où l'offrande joue un rôle social et le contrat de réelle justice distributive tel qu'il figure dans la Nouvelle Héloïse, l'écart demeure immense au sein duquel se creuse une économie de la cruauté. Si le regard suppliant est cruel, je ne connais rien de plus inquiétant, dit le narrateur. Le don ou l'offrande ne le sont pas moins, surtout s'il s'agit d'un simulacre, de la copie de ce qui est déjà, comme monnaie, une copie, avec les conséquences que cela peut engendrer. Nous passons de la cruauté ordinaire, si je puis dire, de la sympathia malevolens de Spinoza, ou du relent de cruauté que Nietzsche attribue à l'impératif de Kant, à une cruauté qui, pour l'auteur de la généalogie de la morale, procure une jouissance du plus haut degré. C'est cette jouissance qualifiée de criminelle que le narrateur croit apercevoir lorsqu'il regarde son ami dans le blanc des yeux, et qu'il prête foi ou créance à son intuition, qui lui fait voir des yeux brillants d'une incontestable candeur. Le narrateur lui-même fait preuve d'une certaine candeur en croyant avoir vu, ou se souvenant d'avoir cru voir, dans les yeux de son ami, les signes d'une jouissance. Il n'est pas de plaisir plus grand, tiré de son pouvoir de faire souffrir. Il n'a pas été exclu, rappelons-le, que le mendiant puisse jouir de la fausse pièce si elle circulait comme vraie. Comme le fétichiste peut tirer jouissance de la contrefaçon, de l'équivalent symbolique de ce qui manque à sa place. Mais ce que le narrateur retient, c'est la capacité de jouissance cruelle de son ami, et du même coup de la sienne propre, qu'il prête ou dont il fait crédit à l'autre, à vous, à moi, à tout lecteur. Une telle jouissance, son désir même nous serait toutefois pardonné, le don du pardon nous serait fait, si nous faisions tout ce que nous pouvons pour comprendre le mal que nous faisons. Si l'on n'est pas excusable d'être méchant, il y a quelque mérite à savoir qu'on l'est. Le narrateur est-il lui-même conscient de la scène de cruauté psychique qui se joue avec son ami à l'occasion de la rencontre de ce mendiant? Il aura pu se sentir vexé, voire trahi, à plus d'un titre. Que l'offrande de son ami soit plus considérable que la sienne, que son ami n'honore pas le crédit qui lui est fait sur la base de leur contrat d'amitié, et par-dessus tout,
qu'il satisfasse avec le mendiant plutôt qu'avec lui son désir de jouissance incomparable, ce qui sera pour lui une méchante surprise. La fiction de Baudelaire introduit à la pensée de la dualité pulsionnelle qui hante tout rapport à l'autre, que la moindre conversation entre amis, entre amants, est à chaque instant livrée tout autant à l'émergence de la cruauté qu'à celle de l'amour, voire à l'amour de la cruauté qui rend si souvent les amours cruels. Dans le récit que nous venons d'analyser, on voit que la cruauté est associée au rapport de force entre les protagonistes, à l'ascendant que l'un peut prendre sur l'autre, et même dans la façon pour chacun de donner raison à l'autre, fût-ce selon les effets de la subjectivité imaginaire sur la réalité de leur relation. Il n'est nul besoin de parler explicitement de politique pour que soit engagé dans la conversation un acte de foi, un acte de croyance en ce que dit l'autre, en ce qu'on imagine de ses arrière-pensées. On ouvre toujours en parlant un crédit, une créance, un capital. On entre dans une économie politique. Il faut bien qu'il y ait le minimum de croyance en ce que me dit mon interlocuteur pour qu'il y ait la moindre interlocution. Je fais crédit, même sous réserve, à ce qu'il me dit. Je lui prête, en partie tout au moins, de me dire ce qu'il pense ou de se laisser dire quelque vérité sans qu'elle soit articulée comme telle. Donc, même s'il y a toujours une spéculation qui hante tout discours sur la vérité, sur une réappropriation subjective du don de la parole. Et même si je ne veux pas croire le moins du monde en ce que l'autre me dit, si je lui prête de mentir pour quelque raison que ce soit, comme l'ami le ferait pour se justifier de sa prodigalité, il faut bien que je croie qu'il ment. Ce que je crois vouloir ici faire entendre, me croirez-vous, c'est que le croire et le non-croire ne s'opposent pas. On peut croire et ne pas croire à la fois. Le vrai ne nous paraît-il pas parfois, et pour certains souvent, incroyable, et le faux, vrai, semblable. Ce qui veut dire que le démenti dont nous parlions, dans le fait de croire sans croire à la présence de l'objet de substitution à la place de l'objet manquant, est d'usage quotidien, comme la cruauté. Comment donc ne pas être cruel? La question peut s'entendre de deux manières. Étant donné la cruauté originaire, indéracinable comme telle, qui habite l'homme, liée qu'elle se trouve à la pulsion de pouvoir qui s'y enracine et à la jouissance qui s'y attache, je ne peux, quoi que je fasse, qu'être cruel. Si je ne manifeste pas à l'être aimé l'attention à laquelle il s'attend, si je lui prête des intentions qu'il n'a pas, si je fais montre de savoir mieux que lui, si mon désir ne coïncide pas avec le sien, je suis cruel. L'autre tonalité de la question est celle où je m'insurgerai contre une telle fatalité décrite par Nietzsche et par Freud en me demandant comment faire pour ne pas être cruel, puisque consciemment, je préférerais ne pas, comme Bartleby dans la nouvelle de Melville. Je préférerais n'être cruel ni avec l'autre, ni avec moi-même. Du moins le crois-je, sans pourtant être certain d'y croire. Seigneur, tu as mis au monde beaucoup trop de pauvres gens. Mais s'il n'y a pas de honte à être pauvre, il n'y a pas de quoi en être fier non plus. Quel mal y aurait-il si j'avais une petite fortune? Oh, et si j'étais riche, oh, et si j'étais riche, de moi. Hey, adieu la charrette. Tous les jours j'ai diggy riche. Moi. Je bâtirai un vrai palais, montant jusqu'au ciel sur la place du marché. Des murs plantés bien droits sous un toit doré. Un
un escalier de marbre, un autre tout en bois, l'un pour entrer, l'autre pour sortir. Et encore un troisième pour la joie.